Alors bonjour, je suis le professeur Saleh, professeur du module thermodynamique mécanique des fluides. Donc ce cours il est destiné aux étudiants de formation BCG à la FST de Marrakech. Alors la semaine dernière, je vous ai demandé de préparer quelques exercices. Alors je vous rappelle, alors si vous allez au site de la FST, vous allez sur un modèle. Ensuite, vous allez sur cours avec une connexion anonyme. Vous allez sur cours. D'accord? Vous allez sur cours. Alors ensuite, tronc commun BCG. Semestre 2. Alors là, je vais chercher le module qui me concerne. Donc il est là, le module thermodynamique mécanique des fluides. Alors là, donc, pour la semaine du 17 mars au 23 mars, je vous ai demandé de regarder le cours sur ce chapitre-là, de la page numéro 2 à la page numéro 3. Et je vous ai donné le lien sur le YouTube, là. Donc, il faut cliquer sur le lien pour pouvoir visualiser ces vidéos qui sont commentées, voilà. Alors, j'imagine que vous avez bien fait ça, que vous avez regardé ça, que vous avez essayé de comprendre ça. Alors maintenant, pour cette semaine, alors aujourd'hui nous sommes le 26, d'accord? Et donc c'est pour la semaine du 24 au 30 mars, donc la semaine en cours. Donc je vous ai demandé de traiter cette série que j'ai appelée série TD numéro 3. Donc je vous ai demandé de travailler l'exercice 1 à la page 11, l'exercice 2 à la page 12, l'exercice 3 à la page 15 et l'exercice 4 à la page 18. Toujours sur le même document. Sur le même document que vous avez ici. D'accord? Donc ça, je vous ai demandé de faire ça. Alors maintenant, alors vous avez la correction sur ce document. Maintenant, je vais vous donner une correction qui est commentée. D'accord? Qui est commentée. Donc je reviens à mon PowerPoint. Et donc je vais aller directement à la page 11. Donc la page 11, voilà. Et je vais commencer par l'exercice numéro 1. L'échauffement d'un corps. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Il dit que, donc ça c'est la page 11, donc voilà, l'exercice 1 à la page 11. D'accord? On chauffe 10 grammes de dioxygène de 20 degrés C à 100 degrés C sous une pression constante. Donc ici vous avez un gaz parfait. Bon, on va supposer que c'est un gaz parfait. La masse est égale à 10 grammes. La température initiale, c'est 20 degrés C, et la température finale, c'est 100 degrés C, à pression constante. Donc, c'est une transformation qui se fait à pression constante, c'est-à-dire c'est une transformation isobare. On vous demande de calculer la variation d'entropie correspondante, sachant que la capacité calorifique ou bien la chaleur massique à pression constante est donnée par de l'oxygène à l'état gazeux, donc c'est un gaz parfait, est égal à 29,26 joules par Kelvin et par kilogramme. Donc c'est une chaleur massique. Alors donc comme il s'agit de pression constante, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va utiliser quelle relation? Pour calculer le delta S, alors le delta S c'est S2 moins S1. S2 c'est l'état final, S1 c'est l'état initial. Par définition, c'est l'intégrale de dQ réversible. Donc là, normalement, c'est delta Q réversible sur T. Donc il faut imaginer que vous avez une transformation réversible. Pourquoi? Parce que d'après la définition, si vous venez ici, la définition, c'est quoi? C'est D de S, à la page 10, la définition, c'est delta Q réversible sur T. Alors, c'est quoi delta Q? Donc, c'est là. Donc, c'est l'intégrale de delta Q sur T. Alors, c'est quoi delta Q? Comme nous avons un gaz parfait et à pression constante. Un gaz parfait à pression constante, donc je reviens dans les formules. Un gaz parfait avec les pressions constantes, je reviens. D'accord, je reviens sur les formules, donc les gaz parfaits. Voilà, vous avez différentes relations. Donc à pression constante, ce terme il va partir. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester D de S est égal à CP, D de T sur T.
Ici, par intégration, donc vous allez avoir log de, donc l'intégrale, pression constante, ça va être Cp log de T2 sur T1. Mais c'est quoi Cp ici? Ici, Cp ici, c'est quoi? Ici, Cp ici, c'est quoi? Si vous regardez Cp, c'est en joule par Kelvin. Donc ici, Cp, c'est la chaleur calorifique, capacité calorifique. Par contre, dans l'exercice, nous avons par kilogramme. Donc il faut multiplier ici M, d'accord? Donc pour avoir Cp, dans l'exercice, vous avez le Cp, l'exprimé en joule par degré Kelvin par kilogramme. Donc il faut multiplier ici par la masse dans l'exercice. Donc je reviens à l'exercice. Donc c'est quoi le delta Q? D'accord? Donc c'est MCP d de T sur T, donc ça va faire MCP. Alors pourquoi il faut multiplier par M? Parce que le Cp, regardez l'unité, c'est joule par Kelvin par kilogramme. D'accord? Et donc vous connaissez T. Alors T2 et T1, il faut les exprimer en degrés Kelvin, bien évidemment. Il faut toujours travailler en degrés dans le système international. Donc il faut, T2 c'est quoi? 600 plus 273, ça va faire 373. T1 c'est quoi? Si 20 plus 273, ça va faire 293. Vous remplacez M, c'est 10 grammes, mais il faut utiliser en kilogrammes, donc ça va faire 10, c'est la puissance moins 3, fois combien? Fois la valeur de Cp, donc donné. Alors joule c'est les systèmes d'unité internationales, Kelvin c'est bon, kilogramme c'est bon. Donc vous faites les calculs, et vous allez trouver donc D2S. C'est quoi l'unité de D2S? C'est quoi? C'est joule par Kelvin, joule par Kelvin. Voilà. Il faut trouver une valeur 0,07 joule par Kelvin, d'accord? Donc ça c'est la correction de l'exercice numéro 1. Alors je vais passer maintenant à l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, vous avez deux corps. Le corps rouge et le corps un peu gris. Rouge, ça veut dire il est plus chaud. Ça veut dire que la température ici, elle est plus grande devant la température ici. On va les mélanger. On va les mettre en contact l'un à côté de l'autre dans une enceinte. On va voir comment il va. Donc ça va faire adiabatique. Une enceinte adiabatique qui va empêcher l'échange de chaleur avec l'extérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le corps chaud, il va donner de la chaleur au corps froid. Et après un certain moment, il va s'établir un état d'équilibre. Donc il va y avoir une température finale. On va commencer avec T1, T2, et à l'état d'équilibre, il va y avoir une température finale qui est la même pour les deux. Alors, on considère deux solides indéformables, donc la forme ne change pas, c'est deux solides, de capacité thermique respective, C1 et C2. Alors attention, c'est des capacités thermiques. Donc ce n'est pas massique, ni molaire, ni rien du tout. C'est capacité massique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta Q est égal à C dt. D'accord? N'oubliez pas que vous avez ici un solide. Et de température respective, T1 et T2. Donc ici c'est T1, ça c'est T2. Ces deux solides sont mis en contact thermique. Donc l'un à côté de l'autre, pour qu'il y ait échange de chaleur entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont placés côte à côte dans une enceinte vide. Donc ici vide, il n'y a pas d'air. Ici, il est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres molécules, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Donc, s'il y a échange de chaleur, il va y avoir seulement échange de chaleur entre les deux corps, puisque ici c'est vide, il n'y a pas d'autre matière. Dans une enceinte vide et dont les parois sont athermanes. Athermane, ça veut dire quoi? Athermane, ça veut dire adiabatique, ça veut dire il empêche. Il empêche l'échange, cette paroi-là, en bleu, il va empêcher l'échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir seulement l'échange de chaleur entre quoi? Entre le solide rouge et le solide gris. Ici, il n'y a pas de matière, c'est vide, et à l'extérieur, il ne peut pas y avoir d'échange de chaleur. On suppose que C1 et C2 sont constantes, donc on va supposer que C1 et C2 ne dépendent pas de la température dans le domaine de température considéré, c'est-à-dire la température initiale de celui-là c'était T1, la température initiale de celui-là c'était T2, et la température finale ça va être comprise entre T1 et T2. Bien évidemment, T2 il est supérieur à T1. Donc il va y avoir une température finale. Donc dans le domaine de température compris entre T1 et T2, on va supposer que C1 et C2 ne vont pas changer. D'accord? Donc ils sont pratiquement constants dans ce domaine de température. Parce que dans le cours, déjà, je vous ai dit que les capacités calorifiques des solides, elles varient avec la température. Seuls les gaz parfaits, leur capacité calorifique est pratiquement indépendante de la température. Donc si on raisonne pour les solides, le C, normalement, il doit dépendre de la température. Mais on va supposer que dans le domaine de température étudié ici, T1 et T2, entre T1 et T2, on va supposer que C1 et C2, il est constant.
On suppose que les transformations infiniment lentes et mécaniquement réversibles. Donc, le passage de l'état initial de T1 à TF, le passage de l'état initial de T2 à TF, on va supposer que c'est un processus qui est très 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 lent, quasi statique. Donc, c'est un processus réversible. La première question, exprimer la température d'équilibre TF des deux solides. D'accord? Donc, c'est quoi la température initiale, la température finale plutôt, à l'équilibre? Bien évidemment, il faut l'exprimer en fonction de T1, il faut l'exprimer en fonction de T2, il faut l'exprimer en fonction de C1, il faut l'exprimer en fonction de C2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que je vous ai appris déjà en DD, la somme des QI égale à 0. Donc, on va aller voir la correction, petit a. D'accord? Donc, la somme des QI égale à 0. Alors, c'est quoi qui... Vous avez deux solides. Donc, Q1 plus Q2 égale à 0. À quoi est égal Q1? C'est C1, T final moins T1. À quoi est égal Q2? C2, T final moins T2. D'accord? Donc, si on écrit ça, C1, T final moins T1, ça c'est la quantité de chaleur échangée par le corps chaud qui est passé de T1 à TF, plus la quantité de chaleur échangée par le corps froid qui est passé de T2 à TF, et bien la somme des deux quantités de chaleur doit être égale à 0. D'accord? Et donc, ça vous permet donc de chercher, alors, vous décomposez, vous allez avoir C1TF, vous allez avoir C2TF, vous allez factoriser, donc vous allez avoir TF facteur de C1 plus C2. TF facteur de C1 plus C2 est égal à quoi? Est égal à C1T1, vous allez ramener ici, plus C2T2 que vous allez ramener ici. Donc, voici l'expression de la température finale. Alors là, ça, on peut l'obtenir rapidement à partir de cette relation et en utilisant donc ces deux expressions. Alors ici, vous avez un autre raisonnement, c'est en considérant le delta U qui est égal au premier principe, est égal à quoi? La variation de l'énergie interne est égale à W plus Q. Alors, W égale à 0, car les parois ne se déplacent pas. Donc, si vous revenez ici, est-ce que la paroi se déplace? Est-ce que la paroi se déplace? Est-ce que la paroi se déplace? Non. Donc, W égale à 0. En plus, cette paroi, elle est athermante, donc Q égale à 0. D'accord? Donc, W ici égale à 0 parce que les parois, ou bien parce que les deux solides, ils ont un volume constant. Ils ont un volume constant, plutôt, voilà. Donc, le volume des deux solides, il est constant. Il ne change pas. Là, il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, donc égal à 0. Et donc, ce terme de delta I égale à 0. C'est quoi delta I? C'est delta de I1 plus delta de I2. Delta de I1, c'est quoi? C'est Q1, qui est égal à ça. Delta de I2, c'est Q2. Car W2 égale à 0 et W égale à 0 parce que les parois du solide 1 et du solide 2, ils ne changent pas puisque ce sont des solides, c'est pas comme les gaz. Donc, vous obtenez ça. Cette expression, c'est la température finale à l'équilibre entre le solide qui est porté initialement à la température T1 et le solide qui est porté initialement à la température T2. Couveau TF, si C1 est très très supérieur devant C2. C1, c'est la capacité calorique de celui-là. C2, c'est la capacité calorique de ce deuxième solide. Donc, si C1 est très très grand devant C2, quelle serait l'expression de TF? Donc, il suffit de revenir à cette expression et vous allez négliger. Alors, vous avez C1 est très très supérieur devant C2. Donc, C1 plus C2, il est à peu près égal à quoi? À peu près égal à C1, puisque vous allez négliger C2. Ici aussi, C2 il est négligé devant là. Donc, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir C1 est à peu près égal à C1 fois T1 sur C1, donc ça va faire T1. La deuxième condition, couveau TF si C1 est égal à C2. Quelle serait la valeur de TF si, ou bien l'expression de TF si C1 est égal à C2? Alors, si C1 est égal à C2, C1 est égal à C2, donc ici vous allez avoir 2 fois C1, et si vous allez factoriser par C1, il va vous rester quoi? Il va rester T1 plus T2 divisé par 2. D'accord? Donc ça, c'est la correction de la première question petit a. La question petit b, on s'intéresse maintenant au cas où C1 est égal à C2. D'accord?
Donc on va nous intéresser pour la suite au cas où les deux solides sont de même nature en fait. C1 égale à C2. D'accord? Seulement, c'est quoi la différence? C'est que celui-là il est très chaud et celui-là il est très chaud. C1 égale à C2, ça veut dire vous avez par exemple le fer, vous avez le bois, vous avez du plastique. Donc c'est la même matière. Mais c'est quoi la différence? C'est que le premier solide ici, on l'apporte à une température plus grande, celui-là il est à une température plus faible. Donc C1 égale à C2, ça veut dire quoi d'après tout à l'heure là? C1 égale à C2, la température finale, ça va être égal à quoi? T1 plus T2 divisé par 2. Exprimer la variation d'entropie des systèmes constitués des deux solides. Voilà. Alors maintenant, le système, c'est quoi le système ici? Le système, c'est l'ensemble des deux. Donc le système, il est constitué des deux solides. Donc le système, c'est quoi? C'est le solide S1 plus le solide S2. C'est quoi la variation d'entropie des deux de ce système-là? Est-ce que la transformation est-elle réversible? Donc on va à la question petit b. Alors on s'intéresse au cas où C1 égale à C2, exprimer donc la variation de l'entropie du système constitué de solides. La transformation est-elle réversible? Donc, puisque le système il est constitué de deux solides, donc c'est quoi delta S du système? C'est delta S du solide 1 plus delta S du solide 2. Pourquoi? Parce que le système c'est S1 plus S2. D'accord? Donc, c'est quoi delta S1? C'est l'intégrale de D2 S1. C'est quoi delta S2? C'est l'intégrale de D2 S2. Nous avons un solide. Bon, et ça c'est pas la peine de regarder ici. Bon, on peut regarder. Bon. Pour un solide, nous avons dit qu'il n'y a pas de variation de volume, il n'y a pas de variation de volume, donc ça va être égal à quoi seulement? D2S1, c'est quoi? C'est delta Q1 sur T. Et c'est quoi delta Q1? C'est C1 dt. C'est quoi delta D2S2? C'est delta Q2 sur T, c'est quoi? Donc c'est C2 dt sur T. Comme c'est égal à C1, on peut faire ça. Alors ça, C1, c'est pas MC1. C'est pas M1 fois C1. Pourquoi? Et ça, c'est C2, c'est pas M2 fois C2. Pourquoi? Parce que ici, dans l'énoncé, nous avons dit quoi? Vous avez des capacités thermiques. On n'a pas dit des capacités thermiques massiques. Si on avait dit des capacités thermiques massiques, alors dans ce cas, ici, il faut multiplier par petit m1, il faut multiplier ici par m2. Mais dans l'énoncé, on a appelé C1 ici de les capacités thermiques ou bien les capacités calorifiques. Donc, vous n'avez pas à multiplier par M1. Alors ici, bon, ce que j'ai fait là, c'est les définitions globales. Donc, c'est D2S1 est égal à D2 plus PDV. D2V égale à 0, D2V égale à 2, donc il va rester seulement ici. Mais vous pouvez écrire directement la relation. D2S1 c'est delta Q1 sur T et D2S2 c'est delta Q2 sur T. C'est quoi delta Q1? C'est C1 dt. C'est quoi delta Q2? C'est C2 dt. Mais C2 est égal à C1. Donc voici l'expression de delta S. Alors pour le système initial, pour le système 1 plutôt, l'état initial c'était 1, l'état final c'était F. Pour le système 2, le solide numéro 2, la température initiale c'est T2 et la température finale c'est Tf. Donc par intégration, on obtient donc delta S du système qui est constitué par les deux solides, c'est C1 log de Tf sur T1 plus C2 log de Tf sur T2. C'est quoi Tf? Puisque nous sommes dans le cas où C1 est égal à C2, et d'après la question précédente, si C1 est égal à C2, on peut remplacer Tf par T1 plus T2 divisé par 2. Donc, je reviens ici, je remplace Tf par T1 plus T2 divisé par 2, je remplace Tf par quoi? Par T1 plus T2 divisé par 2, c'est ce que j'ai fait ici, C1 est égal à C1, donc je vais vectoriser, donc je vais avoir delta S est égal à C1, log de ça plus log de ça. Alors, log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Donc, je vais avoir C1, log de ce terme-là, qui multiplie ce terme-là. Donc, vous allez avoir T1 plus T2 fois T1 plus T2, ça va faire T1 plus T2 au carré. Vous allez avoir 2T1 fois 2T2, ça va faire 4 fois T1 T2. Donc, ça, c'est l'expression de delta S.
D'accord? D'accord? Donc c'est la réponse à la question. Exprimer la variation d'entropie du système qui est constitué des deux solides. Donc les deux solides, donc voici l'expression. Si on avait dit exprimer la variation d'entropie du solide S1, il faut s'arrêter seulement là. Il faut écrire que delta S est égal à delta S1. Si on avait dit exprimer la variation d'entropie du solide S2, il faut écrire quoi? Delta S est égal à delta S2. Mais dans la question, on a dit exprimer la variation d'entropie du système qui est constitué de deux solides, le solide 1 et le solide 2. Donc c'est quoi delta S? C'est delta S1. Donc ça c'est très très important. Donc dans n'importe quel exercice, il faut faire attention à ce que nous appelons le système. Le système peut être un solide, peut être 2, peut être 3, peut être un gaz, peut être... Ça dépend de la définition du système. Donc, d'accord? Voilà. Alors, donc, c'est quoi la question suivante? La question suivante, la transformation, elle est-elle réversible? Est-ce qu'elle est réversible ou pas? Alors, pour répondre à cette question-là, il faut faire appel au deuxième principe de la thermodynamique. Alors, je reviens ici, à la page 9, et je vais vous rappeler que le delta S est égal à delta S échangé plus delta S produit. Le delta S produit, il peut être soit strictement positif si vous avez une transformation irréversible, il serait égal à 0 si vous avez une transformation, une transformation réversible. C'est quoi le delta S échangé ici? C'est delta Q sur TU. C'est quoi delta Q? Je rappelle, delta Q c'est quoi? C'est la quantité de chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. D'accord? Entre le système et le milieu extérieur. Donc, si vous voulez, je vous rappelle ça. Donc, je prends celle-ci. Je la prends. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Donc je vais la placer ici temporairement. Donc cette delta S là, elle est là. Donc par intégration, je vais voir le delta S qui est donné par ça est égal à delta S échangé plus delta S produit. Et c'est quoi delta S échangé? C'est le delta S échangé avec l'extérieur. Mais nous avons notre système ici. Est-ce qu'il y a un échange de chaleur avec l'extérieur? Regardez, c'est à Terban. Ici, il n'y a pas de vide. Ici, il y a le vide. Ici, il y a le vide, donc il n'y a pas de matière. Ici l'extérieur, il y a de la matière, mais la paroi, elle est à Terban, elle est adiabatique. Donc, il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Donc, ce delta Q échangé, il va être égal à 0. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester D2S est égal à D2S produit. Et par intégration, le delta S que vous avez ici doit être égal à quoi? Delta S produit. Et donc, pour voir si c'est une transformation réversible ou bien irréversible, il suffit de chercher le signe de ce delta PR, de ce delta SPR produit. Et comme ce terme-là est égal à 0, delta SPR est égal à D2S, ça veut dire que delta de SPR est égal à delta S, ça veut dire que l'autre delta S que nous avons ici, c'est exactement le delta PR, le delta SPR. Ce terme-là, il n'existe pas ici. D'accord? Ce terme-là, il n'existe pas ici. Ce terme-là, il est égal à 0 ici. Je le fais comme ça. Alors, je le fais un peu... Voilà. Bon, pas qu'il soit visible. Voilà. Ensuite, je fais la même chose. Et je le ramène. Donc, ce terme-là est égal à 0. Et qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Je vais enregistrer ça. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que D2S est égal à delta S produit. Donc par intégration, on va voir delta S, c'est-à-dire cette quantité-là, est égal à delta S produit. Et donc, si ce terme-là est strictement positif, c'est-à-dire si ce terme-là est strictement positif, on va dire que la transformation, il est comment? Il est irréversible. Si ce terme-là est égal à 0, c'est-à-dire si ce terme-là est égal à 0, on va dire quoi? Ce terme-là, il est comment? Que la transformation, il est comment? Il est réversible, d'accord? Alors je vous rappelle une deuxième fois, donc rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça, d'accord? Donc je la prends si vous voulez. Donc je la mets ici, copier. Donc
je la mets ici temporairement. Voilà, donc je la place un peu là. D'accord, donc voilà. Donc, ça c'est la définition, c'est ce que vous avez sur la page 9. Donc, ici, il n'y a pas d'échange. Donc, je vous rappelle ça. Donc, je prends ça. Bon, c'est pas. Alors, regardez, delta S échange, c'est delta Q sur TU. C'est quoi delta Q? C'est la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur. Avec l'extérieur, c'est-à-dire avec l'extérieur, avec ici. Mais comme il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, donc ce delta Q égale à 0, ça veut dire que le terme échange est égal à 0. Ce terme-là est égal à 0. Donc il va rester de S égal à delta SPR. D'accord? Donc pour chercher les réversibilités, il suffit de chercher les signes de celui-là. Alors bien évidemment, alors est-ce que ce terme-là peut être égal à 0? Pour que ce soit égal à 0, il faut que ce terme-là soit égal à 1. Et pour que ce soit égal à 1, il faut que T1 plus T2 au carré soit égal à quoi? 4 fois T1, T2. Donc il faut étudier le signe de ça. Autrement dit, il faut comparer ce que vous avez ici à l'intérieur du log népérien avec 1. Si c'est supérieur à 1, il va être positif. Si c'est inférieur à 1, si c'est égal à 1, il va être égal à 0. Il ne peut pas être négatif. Donc, on a fait ça moins ça. T1 plus T2 au carré. Moins 4 T1 T2. Alors T1 plus T2 au carré, c'est T1 au carré plus T2 au carré moins 2 T1 T2. C'est égal à combien? Alors ici, plus 2 T1 T2, moins 4, ça fait moins 2 T1. Donc c'est égal à T1. Ça, c'est une identité remarquable. C'est égal à T1 moins T2 au carré. T1, il est supérieur strictement à T2. Donc ce terme-là, il est strictement positif. Donc ce terme, il est strictement positif. Ça veut dire que ce terme-là, il est strictement supérieur à celui-là. C'est vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T1 plus T2 au carré moins 4 T1 T2 est supérieur à 0. Ça veut dire que T1 plus T2 au carré est supérieur à quoi? À 4 T1 fois T2. Ça veut dire que celui-là divisé par celui-là, il est supérieur à 1. Celui-là est supérieur à 1, donc le log il est supérieur à 0. Donc log est supérieur à 0 strictement. Ça veut dire que delta S est strictement positif. Comme il n'y a pas d'échange, et bien sûr delta S est strictement positif, donc ça veut dire que delta S produit est strictement positif. Donc je suis dans cette situation-là. Il s'agit d'une transformation irréversible. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et comprenez bien ces deux exercices. Et dans quelques jours, je vais vous donner la correction des deux autres exercices. Alors il y a deux autres exercices, l'exercice 3, et je pense qu'il y a un autre exercice, alors ça c'est très important, l'exercice numéro 4. Donc, d'ici quelques jours, je vais vous donner la correction de ces deux autres exercices. Mais d'ici là, essayez de comprendre ce que je viens de vous donner ici. D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous êtes en bonne forme et restez surtout à la maison. Restez à la maison, ne sortez pas. Allez, votre professeur Salaire vous souhaite la bonne chance et à bientôt. Au revoir.